Il est une institution célèbre en anthropologie sociale. Il s'agit de celle dite des grands hommes, ou big men, généralement rapportée, sinon circonscrite, notamment par les spécialistes de l'Océanie, à cette terre immense qu'est l'Océanie, et en particulier en Australie et en Nouvelle-Guinée, par exemple, pas seulement, mais surtout. On pense à les grands spécialistes de l'ethnologie australienne et en Nouvelle-Guinée, on pense aux travaux de Maurice Godelier, par exemple, ou de Pierre Lemonnier. J'y reviendrai. C'est-à-dire, en fait, dans des endroits où sévit depuis longtemps une insécurité permanente, une guerre. Dans des sociétés, les aborigènes en Australie, les Barouillas par exemple en Nouvelle-Guinée, où la guerre était pratiquement quasi permanente, avant l'arrivée des Européens et de la colonisation éventuelle. Ce point est probablement fondamental pour expliquer, sinon l'existence, du moins l'importance des grands hommes. Mais il n'est pas qu'en Océanie où cette institution existe ou apparaît. L'Asie du Sud-Est également est concernée, notamment dans sa partie austronésienne, c'est-à-dire, on parle pour les langues, c'est-à-dire, point de vue sur le plan ethno-linguistique, l'insulinde et le monde malais péninsulaire. L'insulinde, c'est-à-dire l'Indonésie, Philippines, et le monde malais péninsulaire, c'est-à-dire la Malaisie actuelle continentale. Où il faut rappeler la très grande importance sociale, politique et économique des grands hommes, en particulier chez les Malais péninsulaires, où ils sont nommés en malais Orang Besar, les grands hommes. Et chez les Diaoui et Thaïlande du Sud, qui sont des Malais séparés de leur matrice initiale malaise, du fait de la colonisation, de la conquête des Siamois à la fin du XVIIIe siècle, se sont particularisés en restant cependant attachés à leur matrice d'origine sur le plan culturel, évidemment, et qui appellent ces hommes-là Onrezar, c'est-à-dire c'est la même chose, mais dans leur dialecte. Chez les Malais anciens, les Diaoui sont représentatifs d'eux-mêmes et des Malais anciens, de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'ils constituent une forme de conservatoire culturel du fait justement de cette séparation avec la matrice majoritaire. Chez les Malais anciens, la guerre entre villages, entre factions, entre sociétés différentes, par exemple contre les nomades forestiers, les Siamois, contre tout étranger, fut longtemps la norme avant l'imposition forcée de la paix romaine des colonisateurs européens, britanniques en l'occurrence. Quant aux Diaoui, la guerre a toujours fait partie de leur univers et continue d'en faire partie aujourd'hui. Les Diaoui forment une population musulmane d'environ 3 millions de personnes localisées dans la partie thaïlandaise de la péninsule malaise, sur la côte sud-est. Ils forment la plus grande part de la seconde minorité religieuse culturelle de Thaïlande après celle des Chinois de la diaspora. Ils représentent la majorité des habitants de ce que l'on nomme la région de Patani, avec un seul D, c'est-à-dire, je reprends leur manière de l'écrire et de dire, c'est-à-dire en fait la région qui englobe les actuelles provinces thaïlandaises de Patani avec 2 T, petite unité, Yala et Narathiwat, c'est des provinces thaï. En réalité, ce sont 3 provinces, Patani, 2 T, Yala et Narathiwat, sont les trois conséquences de la colonisation thaïlandaise siamoise et de la partition administrative du sultanat malais qu'ils ont conquis à l'époque. Ils ont coupé en plusieurs petits morceaux pour mieux régner, évidemment, plus facilement. Alors, du point de vue thaïlandais gouvernemental, la région habitée par les Diaoui appartient désormais et depuis longtemps à la Thaïlande, même si les autorités reconnaissent à cette société une certaine spécificité. Certains localement voudraient une autonomie même.
sinon une indépendance, mais au moins on reconnaît aux gens du Sud une spécificité historique et culturelle, du fait notamment qu'ils soient musulmans. Il est vrai sur la menace permanente d'une sécession issue d'une guérilla endémique dont les soubresauts épisodiques fréquents ensanglantent la région depuis plus d'un siècle. En fait, depuis la conquête du Siam au XVIIIe, avec des soubresauts et des rebondissements de temps en temps. Notamment, j'ai eu la chance de faire un terrain entre deux périodes chaudes, sur une période relativement calme, il y avait quand même beaucoup de bombes et de meurtres et de difficultés, mais je suis vivant, voilà, déjà. Et c'est reparti depuis quelques années à nouveau une période difficile. Les Diaouyes forment ainsi un ensemble culturel cohérent au sein de l'État thaïlandais. C'est un espace social de taille médiane qui est caractérisé par sa religion, l'islam sunnite principalement, avec quelques enclaves chiites ça et là. Le Diaoui, sa langue, qui est une forme dialectale du malais, représentative de la langue ancienne du XIXe siècle, et sa culture matérielle traditionnelle, très proche de celle ayant existé en Malaisie autrefois au regard de l'origine culturelle de sa population majoritaire en Malaisie, mais qui a évolué beaucoup plus rapidement puisqu'elle s'est modernisée. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Malais de Malaisie enfin, ils sont devenus un peu comme nous, des gens des villes, en costume cravate et en voiture climatisée. Ils perdent un peu tout lien direct avec leur histoire et leur culture matérielle d'origine, que les Diaouyes sont encore un peu dans l'entre-deux. Alors la guérilla est endémique à Patani, mais n'offre pas un front unifié, expression d'une rébellion afin de recouvrer une indépendance perdue et au moins d'obtenir une relative autonomie. Elle ravage la région donc depuis la fin du XVIIIe et plus particulièrement depuis la signature du traité anglo-siamois de 1909 qui a entériné l'annexion définitive a priori du sultanat malais de Patani dans le royaume bouddhique, bouddhisme Theravada. Le bouddhisme n'est pas une religion d'État, mais une religion dominante, puisque, pour vous expliquer, dans la langue thaï et le diaoui, quand on dit le mot thaï signifie bouddhiste. Voilà. Donc un thaï islam, c'est un bouddhiste musulman, ça va pas, pour eux ça va pas, c'est pas facile. Cette guérilla est entretenue par les groupuscules armés ayant pris le maquis, issus de nombreuses mouvances qui combattent les autorités, effraient les populations civiles, notamment les Thaïs et les Sino-Thaïs, et se combattent entre elles. Alors, les factions les plus anciennes, indépendantistes, autonomistes et loyalistes aux anciens princes locaux, sont venues s'ajouter au fil des ans d'autres tendances, engendrant autant de groupes combattants, des groupuscules qui se battent entre eux toujours. Alors, dans les années 50, il y a eu d'abord les guerrilleros communistes, cantonnés à la province de Yala, dont la population d'un des districts à la frontière avec la Malaisie était et reste encore majoritairement chinoise. Et d'ailleurs, ils m'ont attrapé. J'ai été enlevé par en 88. Alors, je ne m'en suis pas vanté, parce que sinon ils m'auraient interdit le visa, j'aurais dû rentrer. Donc je me suis sorti. Enfin, ils m'ont libéré. Et sinon, j'aurais été otage. Voilà. Ils m'ont gardé 4 heures parce qu'ils en avaient. C'est comme vous, ils en avaient marre. Je leur ai expliqué les choses. Alors, leurs combattants étaient donc surtout d'origine chinoise, avec des tensions interethniques et des combats entre factions, notamment Diaoui musulmans contre Sino-Thaï communistes. Alors, ces communistes se sont rendus avec le pardon des autorités, politique intelligente de la part du gouvernement, à l'automne 89. Et parmi eux se trouvaient 2 officiers japonais de la Seconde Guerre mondiale qui avaient refusé de déposer les armes en 1945 et qui entraînaient les guérilleros. Leurs enseignants notamment à manier les explosifs sans se faire péter la figure, et émergèrent aussi à la Mecque dans les années 60 les premiers mouvements indépendantistes, dont le PULO, c'est-à-dire le Patani United Liberation Organization, encouragé par le monde arabo-musulman, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, etc. Encouragé financièrement aussi. Enfin, plus récemment, depuis le début des années 90, la région de Patani a reçu l'influence d'un courant islamique fondamentaliste très dur, qui vient au départ de l'Inde, pas du Pakistan, de l'Inde, puis du Pakistan aussi, et puis du Proche-Orient.
et qui transforme la région de plus en plus et qui l'arabise beaucoup et qui de toute façon fait perdre à la population sa spécificité, sa jaouinité si j'ose dire. C'est aussi des courants exogènes et les agricultures. À tous ces courants s'ajoute, qui s'expriment par des groupuscules combattants, s'ajoute d'abord et avant tout un banditisme, un grand banditisme récurrent, le plus important en nombre, qui touche tous ces mouvements qui dégénèrent et transforment. C'est-à-dire qu'au départ, c'est politique ou religieux, puis ça devient du droit commun, quoi. De ce fait, ce banditisme pèse très lourdement sur la population, qui, bien que rebelle dans l'âme, attachée à sa souveraineté perdue, à son identité propre et à sa religion musulmane de plus en plus, parce qu'en fait, ils sont musulmans officiellement, mais ils sont musulmans surtout depuis 30 ans. Quoi. Parce qu'en fait, avant, ils se disaient musulmans, mais ils n'étaient pas vraiment musulmans, ils étaient plutôt hindouistes ou animistes. Et ce qu'on appelle d'ailleurs, les spécialistes de mon ère culturelle appellent ça des musulmans statistiques, ce qu'on dit en Indonésie, il y en a de moins en moins. Et à cause justement de ce prosélytisme récent, qui est très efficace et financé à la coup de millions. Hein. Alors ces mouvements, dans ce banditisme, fait que cette violence combinée fait que la population rejette de plus en plus la guérilla et ses opérateurs lassent des combats, du sang versé, de la pression fiscale qui en découle, puisque tous ces groupuscules réclament en effet aux habitants, aux villageois, des contributions financières et matérielles de soutien, avec du racket, quoi, de droit commun, que refusent de plus en plus les villageois sympathisants au départ des causes politiques et religieuses défendues. Alors, j'ai eu l'occasion en une décennie de voir beaucoup de ces contraintes. Ceux qui ne payent pas se font couper la tête, par exemple. Dans mon village, il y a eu beaucoup de morts comme ça, où leur maison explose. Donc après, on paye, évidemment. L'islam est sans doute présent à Patani depuis le début du XIVe siècle. C'est un des points les plus anciennement islamisés de l'Asie du Sud-Est, en même temps que Malacca, et même peut-être avant Malacca, qui est soi-disant le premier coin en Malaisie, la première région islamisée. En tout cas, au départ, l'islam ne concernait que quelques princes de la bande littorale et pas du tout le peuple, à proprement parler. La religion a été répandue dans le royaume, dans le sultanat et dans les terres de l'intérieur, au sein de la majorité rurale et roturière, seulement depuis 40 ans, à peine 30-40 ans. Dans les campagnes, les pratiques rituelles des Ninjaouis sont autant musulmanes qu'animistes et montrent toujours une forte influence hindoue, vraisemblablement sur la base d'un corpus proto-indo-chinois, c'est-à-dire non chinois, non indien, mais local, si vous voulez, autochtone, donc malaisé, c'est-à-dire un fond culturel animiste indianisé avec d'autres interférences, notamment musulmanes, mais pas que chinoises aussi, occidentales aussi, puisque les Portugais sont attestés à Patani au XVIIe siècle. Le pays est marqué par l'existence d'un grand nombre de réseaux qui s'étendent aujourd'hui jusqu'à la Mecque. Il faut souligner, c'est extrêmement important, que l'organisation sociale locale est caractérisée, comme partout ailleurs en Asie du Sud-Est, traditionnellement par la prééminence de la seniorité sociale et l'importance de la dichotomie, c'est-à-dire de l'opposition aîné-cadet, et la structure politique est donc pyramidale et verticale de type féodal, où, comme le rappelle Alain Tessard avant l'histoire, alors c'est page 43, je cite, ce que l'on connaît depuis la Rome ancienne sous le terme de népotisme, népos, neveu utérien, terme réciproque avunculus, oncle maternel. La quasi-totalité de ces chefs de village et de leurs affidés au pays Djaoui relèvent de la catégorie des Orel-Sar, des grands hommes, ou de celles assez mystérieuses et difficiles à définir des Oregayo. En malais, on dit Orankaya. Catégories qui peuvent éventuellement, mais pas systématiquement, se confondre. C'est-à-dire qu'on peut être Orankayo et en même temps Orelsar. Mais on peut être Orelsar d'une part ou Orankayo. Orankayo, pardon. Orankaya. 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 Orank
Les Malais prononcent plus sucré. Orang, nous c'est enfin, il faut mentionner tout particulièrement à ce sujet les très mystérieux Orang Kaya de Malaisie, qui sont une sorte de mercenaires, de janissaires, de notables riches. Ça signifie tout ceci: aristocrates, affidés des princes, des chefs, sicaires, précarés du prince, sorte de chevaliers ou de compagnons de la table ronde, très proches du pouvoir royal, garde noirs du chef en tous les cas, tel que relevé par l'historien Denis Lombard dans Le Monde insulaire indien ancien, le carrefour javanais de HSS 1990, que j'ai retrouvé chez les Jawi actuels nommé Oirayo. Lombard, citant le journal du français Augustin de Beaulieu. Alors, c'est dans sa thèse de 3e cycle, le sultanat d'Aceh au temps d'Iskandar Mouda, 1607-1636, Paris, École française d'Extrême-Orient, 297 pages, et c'est de 1967. Alors la citation, c'est page 50. Je cite donc Lombard, qui cite le journal du français Augustin de Beaulieu, qui remonte au XVIIe. Toutes nos sources sont d'accord pour l'admettre. Au sommet de l'échelle sociale se trouvait une catégorie, donc Aceh, le sultanat d'Aceh, c'est à Sumatra, actuel Nord Sumatra, la région de Sumatra, Aceh, fait partie de l'ethnogénèse des Jawi, mais je n'ai pas le temps de développer ici. Donc toutes nos sources sont d'accord pour l'admettre. Au sommet de l'échelle sociale se trouvait une catégorie de privilégiés, les Orang Kaya. Les Européens traduisent gentilshommes, d'après Franck Martin, nobleman, d'après Ellis. Le terme malais Kaya a le sens actuel de riche, mais comme l'a signalé Damé, qui est un spécialiste du monde musulman, il n'est pas sûr que ce soit là un sens très ancien. La racine étant la même que celle de Daya et de Raya en malais. Il est à penser que le sens original devait être plutôt noble, puissant. Il faut bien souligner toutefois que cette puissance économique matérielle se double d'un prestige dont on ne saurait négliger l'importance. Tout autant que dans leur richesse, et peut-être même davantage, la force des Orang Kaya réside dans ce prestige dont ils jouissent aux yeux du reste de la population. On a vu que dans leur mise, comme dans leur alimentation, ils aimaient à se distinguer. En ce début du XVIIe siècle, les Orang Kaya forment une classe bien homogène et solidaire. Ils ont su se forger une tradition et n'ont pas oublié qu'en 1589, c'était eux-mêmes qui avaient offert le trône aux vieux Alauddin Riyad Shah. Leur nombre exact n'est pas connu, mais on peut raisonnablement l'évaluer à quelques dizaines. Il faut d'ailleurs ne pas perdre de vue qu'à l'époque qui nous occupe, leur groupe n'a rien de comparable à une caste dont les avantages ne pourraient se transmettre que par hérédité. C'est-à-dire que les Orang Kaya, les hommes riches de cette époque, sont des sortes de mercenaires, souvent venus d'Europe, portugais, français, même, comme en Inde d'ailleurs, britanniques, des aventuriers, des chasseurs de fortune, qui peuvent être des militaires démobilisés ou qui cherchent fortune, d'ailleurs on appelle ça des soldats de fortune, et qui sont acceptés par leur technicité. On parlait des experts dans la séance précédente, ce sont des sortes d'experts militaires cette fois, et leur puissance, leur forme d'aristocratie, puisqu'ils ont un rôle important près des chefs locaux, des rois locaux, des sultans, n'est pas transmissible héréditairement. C'est ça le plus important à retenir. Chez les Jawi, cette Oregaios qui correspond à Orang Kaya peut être à la fois riche et noble. Alors ça, c'est maintenant, dans les années 80, 90, 2000, 2010. Mais dans tous les cas, il est puissant. Il existe plusieurs termes chez les Jawi pour marquer la filiation avec la royauté ou l'aristocratie, c'est-à-dire véritablement le sultan, les dernières familles régnantes du sultanat et leurs vassaux, parce que c'est féodal, donc il y a comme les ducs, les marquis, etc., les comtes. Et si Orecaio relève de ces termes qui marquent la filiation avec la royauté, l'expression souligne d'abord une puissance personnelle, faite de richesse bien sûr, mais surtout de statut social mêlé de charisme, donc de seniorité, la seniorité sociale dont je parlais. Pas tant héréditaire qu'acquise.
et se confondant souvent avec celle plus factuelle des Oresa, des grands hommes, qui étaient jadis, alors ça c'est mon hypothèse, au terme de 15 ans de vie intime avec les Djawi, qui étaient jadis très probablement les hommes de confiance des Orekayo, moins nombreux, eux-mêmes espies, ramdanés et gardes prétoriens des anciens Rajas. Donc en fait, si vous voulez, c'est les sous-officiers, quoi. Les grands hommes sont les sous-officiers locaux et les Orang Kaya sont les officiers d'élite éventuellement venus de l'étranger. Et pas toujours. Et si le statut du grand homme des Djawi musulmans diffère évidemment de celui du big man, leader et organisateur d'échanges cérémoniels en Nouvelle-Guinée par exemple, une large part de la définition de ceux-ci, les big men de Nouvelle-Guinée, semble pourtant correspondre fidèlement à cela, c'est-à-dire aux grands hommes des Djawi, à l'exception notoire mais essentielle de la capacité du big man de Nouvelle-Guinée d'amasser des richesses pour les redistribuer avec une générosité bien calculée qui finira d'ailleurs par avoir raison de lui. Pierre Lemonnier décrit en effet le big man comme, je cite, dans Guerre et festin, paix, échange et compétition dans les Highlands de Nouvelle-Guinée, édition de la Maison des sciences de l'homme, 1990, page 28. Un homme plutôt riche et polygame, jouant un rôle dominant dans les échanges compétitifs mettant en jeu des richesses qui sont pour partie produites dans sa propre unité de production et pour partie drainées par l'intermédiaire d'un réseau d'entraide centré sur lui. Il exerce un pouvoir politico-économique assez peu étendu et difficile à cerner. D'une manière floue, on le décrit souvent comme un homme influent mais sans autorité. Il est également admis que le statut du big man est instable, c'est par sa propre activité et non par héritage que celui-ci s'élève au-dessus de ses compagnons masculins, notamment en utilisant les ressources au travail des autres et pas des dépendants. Le mécanisme de son ascension serait aussi celui de sa perte, ou tout au moins de son déclin, ses dépendances écartant lui au profit d'un autre big man lorsqu'il leur demande constamment davantage qu'il ne leur rend. La définition proposée par Maurice Godelier du big man de Nouvelle-Guinée semble plus pertinente encore pour exprimer au plus près l'Oresa, le grand homme des Djawi. Correspond mieux. Non, c'est plus court aussi. Un homme qui possède un pouvoir acquis grâce à ses propres mérites, donc non hérités, et en principe non héritable, non transmissible. Ces mérites proviennent de la supériorité dont il fait preuve dans l'exercice de divers talents, compétences et efforts dans le travail agricole, bravoure à la guerre, dont oratoire très important. Pouvoir magique. Les Oresa, c'est-à-dire les grands hommes des Djawis, semblent cependant plus proches des grands hommes Barouya, décrits par Maurice Godelier, parce que les océanistes font une distinction entre grands hommes et big men. Bon, à mon avis, c'est complètement n'importe quoi, mais eux font cette distinction. Le problème, c'est de choisir des termes peut-être autres qui seraient plus pertinents, parce que là, on a tendance à les confondre. Chef car homme remarquable, donc les grands hommes, grands combattants et chamans. Ce qui n'est pas forcément le cas chez les Oresa, des Djawi, qui ne sont pas forcément des chamans, qui peuvent, mais qui ne sont pas. Parce qu'on a aussi des chamans chez les Djawi, mais sans le rôle d'organisateur d'échanges cérémoniels du big man. Parce que les Oresa des Djawi sont à la fois des guerriers craints et admirés. La région de Thaïlande habitée par les Djawi est en effet, je vous l'ai dit, la proie d'une guérilla endémique aux sanglants soubresauts sporadiques depuis des siècles. Et des leaders, ils sont des leaders au sens pratique, existant cependant à côté des autorités officielles en général. Ils sont pas toujours, ils peuvent être fusionnés, mais ils peuvent aussi ne pas l'être. Maires de village, les autorités officielles sont les maires de village, les chefs de canton, vous avez ici des représentants de tout ça, des chefs de la guérilla, qui sont aussi des autorités d'une certaine manière, etc. Avec lesquels ils ne se confondent pas ou rarement. Justement pour avoir, c'est plus. On pourrait aussi les appeler les parrains. Les parrains, on fait penser aux parrains de la main. Leur aura personnelle, la réalité de leur pouvoir auprès des villageois leur suffit à cet égard et il n'aurait pas nécessaire de recevoir l'onction des autorités en dessus, sauf dans certains cas précis, alors liés au contexte stratégique local en raison d'une guérilla permanente, plus ou moins bien combattue par la police et l'armée. À ce moment-là, dans les secteurs les plus difficiles, les autorités cherchent en effet généralement à obtenir, les faisant nommer chefs de canton ou maire, l'aide de ces grands hommes, d'ailleurs tout autant suzerains locaux que parrains, c'est-à-dire chefs de brigands ou d'associations criminelles, parce qu'ils font appel à la population et constituent à la féodale, l'armée féodale, ils appellent les hommes au gong, et les hommes armés viennent les rejoindre. Et donc en fait, ils entretiennent certaines formes de sécurité locale, ils tiennent le pays.
une milice, si vous voulez. Dans la plupart des cas, les grands hommes restent volontiers dans l'ombre, se contentant d'épauler parfois une autorité lorsque c'est leur intérêt, pour le reste, assumant la réalité du pouvoir en intervenant quotidiennement, mais sans aucun titre officiel, comme les parrains de la mafia. Et les gens viennent les voir d'abord, ils l'écoutent d'abord. Et même les maires et les shérifs ne s'opposent jamais. La décision la plus importante est celle du grand homme, évidemment. Dans la vie des villageois, c'est ainsi. La plupart sont des guerriers réputés, et ce statut de bon guerrier est d'ailleurs essentiel à leur reconnaissance et donc à leur pouvoir, en fonction de leur situation politique locale. Je rappelle que c'est des guerriers très sanglantes, en fait, sporadiques, mais très, très dures. En tant que tels, ils ont eu l'opportunité de se faire un nom justement grâce à la forme de guerre larvée qui sévit chez les Diaouis depuis des siècles. Alors, ils prennent souvent armés au sens propre de fusils d'assaut. Maintenant, avant, ils avaient des épées et des kriss. Maintenant, ils ont des fusils d'assaut M16 et AK-47. Bon, les Kalachnikov russes sont plus rares, c'est plus cher. Les AK-47 chez les Chinois, c'est un peu moins cher. Et ils ont des armes de poing semi-automatiques avec des hiérarchies. Donc, d'abord les Glock, et puis les Autrichiens, et les Smith & Wesson, puis les Beretta. Je suis désolé, les Beretta, c'est en bas. La défense des plus faibles comme des sortes de seigneurs locaux en échange de la facilité de leur protéger. C'est un système absolument féodal, tant dans les actions publiques, notamment pour les votes. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, pas qu'en Thaïlande du Sud, mais spécifiquement, mais toute la Thaïlande, personne ne vote librement. Absolument jamais, ça n'existe pas. On vend son vote. C'est pas qu'on le vend, il appartient à l'aîné, il appartient au chef, il appartient au grand homme. Donc en fait, tous les votes sont décidés par le haut. Ça n'existe pas le vote des individus, ça, nulle part. Et ça, c'est une erreur de compréhension de tous les Occidentaux. Et donc, d'abord les votes qui décident à l'avance et que leurs gens, leurs vassaux, doivent appliquer. De la même manière, dans les actions privées, alors à ce moment-là, c'est plutôt la forme d'un intéressement, d'un racket, lors de tout échange et pour toute production. Ils prennent un pourcentage, un peu comme une mafia. Alors, prenons un autre exemple à Bornéo. Je cite Bernard Senato dans le compte-rendu d'un livre de Jérôme Rousseau, Central de Bornéo, Ethnic Identity and Social Life in a Stratified Society. C'est paru dans L'Homme, numéro 31, fascicule 4, 1991, citation, page 122. On trouve à Bornéo, outre ces groupes de centrales Bornéo influencés par les Kayan, une société très stratifiée, ceux qui ont emprunté au sultanat côtier des titres nobiliaires, transparaît généralement sous ces systèmes empruntés des systèmes antérieurs similaires à celui décrit ci-dessous, donc le central Bornéo, un système de pygmènes. Donc à Bornéo aussi, il y a des pygmènes, très visiblement. On retrouve encore un univers stratifié chez les Malais péninsulaires ou celles des Diaouis de Thaïlande du Sud, comme à Bornéo. À forte stratification sociale qui s'imagine l'univers composé de 7 étages célestes et paradisiaques, c'est que la cosmogonie elle-même est stratifiée, 7 étages infernaux et 7 étages célestes. Et avec une terre humaine intermédiaire assez impuissante entre ces deux pôles, sinon à tenter de tempérer et amadouer les divinités, les régissant à l'aide de sacrifices bien pensés réalisés au moment adéquat. C'est aussi le cas des Palawan aux Philippines, par exemple. C'est aussi le cas à Taïwan, chez les Puyuma et autres sociétés austronésiennes. Or, disons que la quasi-totalité, j'ai coupé parce que je ne peux pas développer, la quasi-totalité des sociétés d'Asie du Sud-Est traditionnelles, qu'elles soient des minorités ethniques ou des espaces sociaux larges avec État, relèvent de sociétés hiérarchisées, ce que vous pouvez appeler ailleurs des castes, mais il n'y a pas de caste hors l'Inde, hors les Indes, il y a des castes qu'en Inde. Donc, c'est comme des castes, si vous voulez, mais ce n'est pas des castes. C'est très hiérarchisé. Ces sociétés hiérarchisées, stratifiées, à caste ou à pseudo-caste, existent effectivement en grand nombre en Asie du Sud-Est, formellement ou non. Au point que Bernard Senato proposait en 1987 une première répartition des peuples de l'île de Bornéo, tous de langue australienne, selon une typologie basée sur les relations sociales entre les sociétés nomades de type égalitaire les sociétés d'agriculteurs non stratifiées, qui en réalité sont stratifiées quand même, avec un système de pygmènes. Ceux qui seraient intéressés, je développerai, je leur donnerai des éléments. Alors par exemple, les Dayak Ngadju de Bornéo, les Dano dans le sud de Bornéo, les Dusun, les Bidayou, les Siban, les fameux Iban qui coupent les têtes à Sarawak, etc. Et d'autre part, les sociétés stratifiées plus anciennes, à Bornéo, comme celles des Kayan, des Kenya, des Modang, des Malo,
et les sultanats côtiers musulmans. Alors, j'ai coupé. Revenons à ce que dit Bernard Selato dans la même note. Revenons au problème de l'inégalité. La stratification des groupes cayaniques, très hiérarchisés, est légitimée par une idéologie d'inégalité naturelle qui en fait un système de type féodal. Les bigmen, les groupes voisins, ont tenté avec un succès variable de surimposer à leur profit la stratification au système traditionnel compétitif, mais non formellement inégalitaire. Si certains cas, Kenya ou dans une moindre mesure Kelabi, permettent de parler de variantes du modèle Kayan emprunté, beaucoup incitent plutôt à parler de sociétés hiérarchisées. Parmi ces dernières, je placerai, Bernard Selato, aussi les groupes IBAN, dans le système social pourtant hautement compétitif, mais non hiérarchisé normalement, dénie l'idéologie égalitaire quand même. Le contraste trop souvent souligné à borné entre groupes stratifiés et groupes dits égalitaires n'est pas pertinent. Les seules sociétés vraiment égalitaires sont celles des nomades, qui sont peu nombreuses. En réalité, à travers le système des pygmènes, transparaît la stratification qu'on retrouve sur le plan linguistique et également comme à Bali avec des niveaux de langue. La société balinaise est stratifiée et également avec des castes. Dans l'ère indo-chinoise, continentale ou insulaire, toute hiérarchie sociale ou existence de niveau linguistique est à considérer en relation étroite à la structure politique la plus commune à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et de l'Extrême-Orient, la plus répandue, explicitement ou non, qui est, pour schématiser en forme de pyramide, du sommet vers la base, du roi détenteur d'un mandat du ciel vers les sujets de ce roi. Il s'agit le plus généralement d'un type de société à état despotique que l'on retrouve très fréquemment dans l'histoire de l'Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient. D'après Alain Testard, dans La servitude volontaire, tome 2, L'origine de l'État, Paris Errance 2004, c'est une citation, page 81, 98, 100. D'après Alain Testard, les États de cette région du monde sont omniprésents au long de l'histoire. La plus ancienne, et pour ce qui concerne notre propos, j'ai mesure aussi en Afrique noire, on retrouve les religions sacrificielles, la hiérarchie sociale, les institutions du prix de la fiancée, l'esclavage pour dette, et ce qui n'est pas le cas en Amérique amérindienne ou en Océanie. Et les sociétés traditionnelles n'accordent pas une aussi grande importance au sacrifice, à la stratification dans ces aires, que sont l'Océanie ou l'Amérique amérindienne. Et cette caractéristique de l'Asie du Sud-Est et de l'Extrême-Orient s'exprime justement à travers le système des Bigmens, par un pouvoir personnel non dynastique et non héréditaire au départ, fort. Or, pour Alain Testard, ce pouvoir personnel fort est à l'origine du gouvernement despotique et donc est à l'origine par la servilité montrée, la loyauté montrée par des fidèles à un individu charismatique, donc à un chef, fidèle prêt à tout pour lui plaire, même à mourir pour lui, à l'accompagner dans la mort. C'est cela qui serait à l'origine de l'État, tout au moins de l'État despotique. Alors toujours, j'ai presque terminé, toujours selon Testard, ces fidélités personnelles seraient non seulement susceptibles de faire passer directement d'un semi-État à une forme d'État despotique, mais les semi-États démocratiques, qui sont en fait mis en danger par les fidélités personnelles, ne seraient sans doute, d'après Testard, moi j'ai tendance à le suivre, que des réactions face au despotisme, sachant qu'on ne voit pas d'État démocratique dans les données ethnographiques au départ, dans les sociétés lignagères, tribales, non étatiques. On ne trouve en général pas d'État démocratique, c'est absolument... ceci dit, ça signifie aussi dans les sociétés traditionnelles qui ont pu être observées, quand même la limite de l'observation. Je termine sur une note extrêmement intéressante de l'historien français, mon collègue Nguyen Dehan, un vietnamien, qui, alors il a écrit un article que je vous recommande, qui est très important. La conception de la monarchie divine dans le Vietnam traditionnel, c'est paru au bulletin de l'école française d'Extrême-Orient numéro 84, et la citation en 97, la citation est page 147. Alors ça c'est pour le Vietnam, pour la société vietnamienne. Manifestement, du fait de la nature non structurée des activités politiques dans ces sociétés, seule la reconnaissance des qualités héroïques d'un individu permet au départ d'inspirer les loyautés susceptibles de contribuer à la formation de groupes et d'acquérir l'influence politique que ces derniers procurent.
Ces capacités individuelles exceptionnelles, qui dénotent les fortes qualités personnelles d'un chef, confèrent aux dirigeants une aura indiquant qu'il dispose de vertus réputées providentielles et signalant par là son affinité avec les puissances surnaturelles. On retrouve là le chaman, on retrouve là les pouvoirs magiques des pygmènes océaniens ou malais. Mais une fois qu'un individu puissant a réussi à conquérir le trône et établir sa dynastie, le problème de la succession royale se pose. Il est alors nécessaire pour lui de souligner ses liens privilégiés avec le surnaturel par un rituel qui doit perpétuer ses qualités héroïques spéciales. C'est ce qui permet de transformer un usurpateur ou un roturier, c'est-à-dire un aventurier, un chef, un petit chef local, un pygmène local qui devient un roi. Il a besoin du mandat du ciel, du mandat divin. Il le fait avec les qualités héroïques spéciales et, comment dirais-je, marquées par le rite, transcendées par le rite. Il trouve dans la conception hindouiste de la royauté, et on parle du Vietnam, un cadre institutionnel et une nouvelle légitimation au développement de son pouvoir politique. Dans la pensée hindouiste, la royauté a toujours été tenue pour une institution divine et les rois ont toujours été considérés comme participants de l'autorité de Shiva. Par conséquent, de l'autorité du Dieu qui est aussi le gourou de l'univers. Le monarque n'est pas simplement le fondateur d'une glorieuse dynastie, mais encore l'unificateur d'un monde jusque-là fragmenté et chaotique. Il devient un chakravarti universel, ce qui confère à l'idéologie royale une responsabilité cosmique pour le royaume tout entier. Alors, il faut dire que le Vietnam est issu du Nord-Vietnam, du sud de la Chine actuelle, pendant 1000 ans, s'est battu pour agrandir son territoire vers le sud, ce qu'il a fait, et a détruit au passage le Tiampa, un royaume hindouisé malais, peuplé par les Thiam qui ont fui dans tous les sens, qui aujourd'hui sont musulmans au Vietnam ou hindouistes, qui n'existent plus en tant que royaume. Mais les conquérants, comme en Chine, les Mongols en Chine, se sont civilisés. Alors c'est comme ça, les Thiam produisaient du Nyangma, enfin qui ne s'appelait pas le Nyangma, comme les Diaouis le font d'ailleurs, de la salaison d'anchois, et les Vietnamiens, non. Les Viet, non. Mais les Viet se sont thiamisés. Et donc aujourd'hui, les Vietnamiens revendiquent le Nha Mam comme leur production à eux. Vous voyez, ils se sont civilisés en fait, ils se sont cuits culturellement. Donc l'influence, même au Vietnam, du monde malais est extrêmement importante. On la retrouve aussi en Indonésie, puisque l'Indonésie et la Malaisie, avant d'être musulmanes, étaient hindouisées. L'institution des grands hommes reste nettement visible partout en Asie du Sud-Est, notamment insulaire, particulièrement dans le monde malais, dans un passé récent, et est toujours perceptible dans certaines sociétés au sein desquelles, comme chez les Diaouis, d'une part, la violence reste quotidienne, et d'autre part, il n'existe pas encore, pas réellement ou plus, dans le cas des Diaouis, d'État centralisateur, puisqu'ils ont perdu leur sultanat. Il existe bien l'État thaïlandais chez les Diaouis, mais celui-ci est rejeté par une part notable de la population. De ce double fait, il ressort que la société Diaoui vit d'une certaine manière comme une sorte d'espace social restreint sans État, un peu comme cette société lignagère ou tribale qui était autrefois dans un contexte quotidien d'insécurité, sinon de guerre permanente, conduite par de grands guerriers, des hommes doués au maniement des armes, charismatiques, physiquement aptes, des stratèges capables de protéger les plus faibles en échange de leur affiliation, de leur vassalisation, si vous voulez, les grands hommes, de leur loyauté, les grands hommes, comme suggéré par Alain Testa dans sa théorie de l'origine de l'État. Il s'agissait sans doute autrefois d'une préfiguration du pouvoir royal par la reconnaissance du pouvoir personnel, c'est-à-dire les prémices de l'État despotique dans un contexte de féodalité précédant la constitution de royaume. Voilà, je vous remercie. C'est un peu compliqué peut-être dans certains... Je suis désolé d'avoir lu, mais si je n'avais pas lu, j'aurais besoin de 4 heures à peu près. Avez-vous des questions ? Vous avez le droit de ne pas avoir de questions aussi. Vous avez le droit d'en avoir. Oui ? Est-ce que, je me demande, est-ce que les pygmins, chez les Diaouis par exemple, en se font religieux parce que ce sont des musulmans et il y a dans l'islam cette figure
un homme c'est lui qui prie avec les gens, celui qui préside la prière, qui a une importance sociale. Est-ce que ça correspond au big man? Est-ce qu'ils ont des tâches d'ordre religieux? Ils peuvent aussi. Mais c'est d'abord les big men. C'est-à-dire que j'étais en situation de guerre, si vous voulez. Situation de guerre. Donc les hommes que vous avez vus en diapositive, je sais pas, ça a tourné en boucle, ça a tourné. Les hommes que vous avez vus qui sont armés, surtout ceux qui étaient avec des revolvers sur eux, des Kalachnikov ou des M16, etc., avec leurs gardes du corps. Parmi eux, il y en a un qui, peu importe, qui était important, dont la femme porte à un moment, elle a elle-même un M16 ou un Kalachnikov dans la main. Ce monsieur est shérif de canton. Quand je l'ai connu, il avait pris une rafale de M16 dans la tête, 7 balles dans la tête et donc il est vivant, c'est un miracle, etc. Il buvait de l'alcool, il mangeait de tout, il fêtait, je me souviens, il m'invite tous les ans, il m'invite à la fête des grands hommes, justement. Donc c'est un rituel qui a lieu la veille du Ramadan. Avant le Ramadan, on fait la fête. On fait la fête avec moi, il m'invite tous les ans quand je suis là. Et on se retrouve dans un endroit extraordinaire. Alors autrefois c'était avec des femmes évidemment, et de la musique, ça. Alors là, il y a des femmes, mais elles sont un peu en retrait, c'est une fête d'hommes, de guerriers. Et toute la nuit, on boit de la bière du vin de palme traditionnel, on se saoule avec ça, on joue du dikir, c'est-à-dire du tambour et du sunna, comment ça s'appelle, un haut bois, cymbales et gong surtout. Et ils sont en transe, et on danse, et on chante, etc. Et c'est pas le dikir des musulmans, c'est le dikir musulman, c'est des louanges à Dieu. Tandis que là, c'est le dikir oulou, c'est les chants du sud, c'est-à-dire c'est grivois, c'est des improvisations, des chants alternés où on séduit les femmes dans les chants, elles répondent, c'est tout un jeu, etc. Et on sacrifie un buffle, et on mange avec du ragoût de curry, du bon curry. Le sacrifice du buffle correspond à un sacrifice humain, symboliquement. Et ensuite, on rentre dans le ramadan. C'est-à-dire que l'islam est venu après et se greffe. Alors, il peut y avoir, j'en ai connu des grands hommes qui sont des anciens, qui sont des imams, qui sont des prieurs, qui sont des gens importants dans la hiérarchie villageoise, mais en général, ils sont à part. La plupart ne sont même pas des maires ou des chefs, ils se préfèrent être dans l'ombre. C'est des hommes comme tout le monde, sauf qu'ils ne sont pas comme tout le monde. On va les voir. En fait, c'est comme, ils ont leur cours. Ils rendent leur justice, si vous voulez. On va les voir quand il y a un conflit. Mais alors moi, je vivais, mon frère aîné, enfin ma famille adoptive, je suis tombé chez un big man, en fait. Et je vivais chez un roi. J'avais l'impression d'être chez Louis IX, Saint-Louis, qui rendait la justice sous le chêne, tous les jours, tout le temps. C'est fatigant, hein. Et pour l'ethnologue, mais c'est très intéressant. Et il passait son temps à dénouer les conflits, à donner les ordres, et il n'était rien. Bon, aujourd'hui, ils l'ont nommé, la région, le gouverneur l'a nommé chef de canton parce qu'ils avaient besoin de lui, mais il aurait pu rester toute sa vie rien. Mais lui, il l'a pris parce qu'il avait besoin d'un peu de surface administrative à la fin pour faire des affaires par ailleurs, etc. Mais assez honnêtement. Et les grands hommes peuvent être des mafieux, mais ils sont surtout des chefs féodaux, en fait, des protecteurs. Et leur première qualité, la condition pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont des grands combattants. C'est pas pour rien que le monsieur en question ait pris une rafale, c'est quand même surnaturel. Survivre à une rafale de balles de 56 mm, 5 mm 56, c'est des calibres de guerre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, enfin c'est énorme, hein, il a survécu. Je les ai vérifiés sur lui, hein, je les ai comptés. Hein, bon, il me disait arrête, moi je comptais ça. Et est-ce que je ne les crois jamais? Et ils disent aussi on peut sauver les gens à distance, on répare les eaux. Alors ça, je n'ai pas réussi à les voir comme ça, mais ils font des trucs comme ça magiques, mais ils croient à ces choses-là. Mais ça peut effectivement se confondre avec l'islam. Alors à ce moment-là, j'ai connu aussi des togolous, c'est-à-dire des enseignants du Coran ou des imams qui étaient très très respectés, mais qui pratiquaient la magie, qui étaient un peu animistes, quoi. Alors, vous voyez, c'est syncrétique de toute façon.
ils font affaire de tout bord. Mais ça reste quand même la première chose, le fait que ce soit des guerriers, et leur charge n'est pas transmissible. C'est leur pouvoir charismatique personnel. C'est leur charisme à eux. Et leur fils peut être, ou s'ils ont un fils, par exemple, peut être tout à fait très ordinaire, rien. Il n'y a pas de transmission. Oui, oui. Bah. Alors, pour être reconnu, faisant partie de ces grands hommes, est-ce qu'il y a des cérémonies d'initiation? Est-ce qu'il y a, enfin, qui doit dire qui est un grand homme et qui n'est pas un grand homme? Comment... Ça se dit pas, en fait. En fait, c'est un peu que je suppose, parce que je connais pas bien non plus ça, mais je suppose que c'est comme dans les mafias. J'ai lu, comme beaucoup, j'ai vu des films, j'ai entendu parler, j'ai lu sur la Camorra napolitaine, sur la mafia sicilienne, de l'époque d'origine, les gangs aussi, les gangs aux USA. La mafia, elle gère. Non, mais au départ, l'apparition en Sicile, par exemple, il y a eu un film avec Christophe Lambert qui représentait la figure d'un chef sicilien, d'un chef mafieux sicilien au 19e, un peu comme Mandrin ou Cartouche en France, si vous voulez. Et au départ, c'est une sorte de héros, comme Fanfan la Tulipe, c'est comme Lagardère, c'est quelqu'un qui protège la veuve et l'orphelin, comme Robin des Bois, et qui se révolte contre une injustice qui rend service. Par exemple, mon frère aîné, il voit quelqu'un depuis toujours dans la peine, un vieux qui n'a rien à manger, quelqu'un qui a froid ou qui a trop chaud, enfin qui est malade, il s'en occupe, quoi. Et donc, il fait ça tout le temps. Donc après, dès qu'il y a un problème, les gens viennent le voir. Et comme il n'a pas peur, il va confronter avec une arme. S'il faut défendre, il tue aussi, certains. Enfin, tous en fait. Quand il faut, il tue. Donc ils y vont avec leurs armes. Le chef de village que je vous ai dit, qui a pris une rafale de 7 balles, quand je l'ai connu, il avait 24 gardes du corps armés en permanence. 12 qui se relayaient. 12 qui se relayaient. 6 dehors, 6 dedans. En permanence. Et pendant 10 ans. Et ça a beaucoup à faire avec le mégalithisme, en fait. Ça a beaucoup à voir. Quand on pense les mégalithes, c'est probablement des expressions despotiques, n'est-ce pas? C'est le pouvoir de quelqu'un capable de rassembler énormément de gens et de les faire qu'ils vont lever la pierre pour lui, en son honneur. Enfin, il est capable de mobiliser une troupe très nombreuse et de lever des trucs qui servent à rien pour dire « j'existe ». Un peu comme ces adolescents avec leur mobilette, « j'existe ». Et le mégalithisme, en fait, c'est le big man, d'une certaine manière, c'est une forme de mégalithisme, mais immatériel. Ils émergent de leur capacité, leur prouesse guerrière. Ça rappelle un peu les chevaliers de l'époque l'épopée de Arthur et les chevaliers de la table ronde. On devient chevalier parce qu'on est preux, parce qu'on est courageux, vous voyez, et qu'on est reconnu par ses pairs, mais par la population en premier lieu. Voilà. Et ensuite vient, ou pas d'ailleurs, la reconnaissance politique et la richesse, puisqu'elle est associée. Les gens vous élisent un peu comme votre chef local, surtout si le maire, j'en ai connu des maires officiels qui avaient peur, qui n'avaient pas de pouvoir, des pauvres, ils n'osaient pas se rebeller, ils n'osaient pas dire non à un autre big man qui attaque parce qu'il y a des combats, etc. Je vous rappelle que, j'ai dit, il y a des groupuscules qui se battent en permanence, donc c'est un capharnaüm, c'est très difficile, c'est un puzzle, c'est un combat permanent, c'est un jeu de stratège très compliqué tous les jours pour eux. Et il faut vraiment être fort dans la tête et capable de se battre. Alors, vous avez vu dans les diapositives, il y a un moment, il y a 2 hommes qui se battent, une sorte de karaté. Je ne sais pas si vous avez souvenir. Et ce sont la forme du Dika, c'est le Pencak Silat de Malaisie. C'est une forme de kung-fu, si vous voulez, d'art guerrier. Normalement, ils se battent avec des épées, des kriss en même temps. Eh bien, tous les grands hommes se battent de cette manière. C'est-à-dire qu'ils savent se battre physiquement, ils sont très efficaces. Ils ont des armes, ils ont tous les villageois, absolument tous les villageois, absolument tous les hommes sont armés en permanence.
Ils ont tous un revolver sous la chemise au minimum. Tous. Et les plus forts d'entre eux s'en servent. Voilà, c'est ça en fait. Et après vient le pouvoir, la richesse évidemment, puisque ils ont leur suite, ils ont leurs vassaux, ils ont leur garde. Ces grands hommes se baladent toujours avec une troupe autour d'eux, leur garde quoi, leur cour en fait. C'est incroyable. Et ils sont dans leur territoire, c'est vraiment des petits rois féodaux. Mais et puis entre eux même il y a des hiérarchies après, il y a des territoires, c'est très féodal en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais ouais. Monsieur. Oui. Oui, bonjour, Louis Duciseau, étudiant en anthropologie. Je voulais juste continuer sur la question d'Ayoub de tout à l'heure et vous demander si il y avait si les rites musulmans, les cérémonies musulmanes étaient aussi pratiquées, parce que vous parliez du sacrifice du buffle avant le ramadan. Ouais. Et je voulais savoir si justement, du coup, il y avait aussi des sacrifices de moutons, de l'Aïd aussi, et notamment de la petite Aïd qui, dans certains cas, est pratiquée avant le ramadan et aussi après le ramadan. Ça, c'est ma première question, et puis après j'en aurai une petite autre si je peux. Alors, oui, de toute façon, les sacrifices, il y en a beaucoup, à toute occasion. Alors, ils ont ajouté aux sacrifices antérieurs, hindouistes, animistes, si vous voulez, sociaux, ils ont ajouté évidemment les sacrifices musulmans. Donc, effectivement, le grand sacrifice maintenant, c'est Hari Raya, c'est-à-dire l'équivalent de l'Aïr, c'est à la fin du ramadan. Il y a le premier Hari Raya qui dure 3 jours et 3 nuits, on fait la fête là. Et il y a le petit ramadan après, le petit Hari Raya, c'est quand les femmes, parce qu'elles ont leurs règles, donc 3 jours après, il y a le ramadan pour elles, la fête de fin de ramadan pour elles. Et puis il y a les mariages, il y a les rites funéraires, les cérémonies funéraires, et là il y a des grands raouts, et puis il y a les cérémonies simplement de prestige. Donc tout ça se combine et se mélange. Donc je publierai, parce que j'ai beaucoup de données sur ça, mais c'est très compliqué. Je suis en train d'écrire, donc je vais répondre par écrit bientôt à c'est quelque chose qui est assez peu connu en fait. Mais qu'on retrouve dans toute l'Asie du Sud-Est, absolument partout, qu'il faut absolument, il faut rendre de manière structurale. Mais je vais le faire, enfin mal sûrement, enfin, c'est pas grave non plus. Là, puis vous prendrez la suite, voilà. Parce que le maître doit être dépassé par ses élèves, monsieur Duciseau. Monsieur. Et justement, pour le côté prestige, est-ce qu'il y a des sortes de potelages, des choses comme ça? Est-ce qu'ils se mettent en valeur et comment ça se passe? Quand vous dites potelage, vous voulez dire cérémonie où on crame tout Oui, est-ce que c'est pour montrer leur puissance, quoi? En fait, oui, parce que quand j'ai rédigé ces lignes, il y a pas longtemps d'ailleurs, mais j'avais rédigé ça, j'avais lu énormément, j'avais essayé d'analyser tout ce que j'avais vu moi, dans mes notes et dans mes observations directes, et j'ai dit de bonne foi qu'effectivement, je vous l'ai lu, puis quand je l'ai repris hier, enfin quand j'ai relu ça ce matin, je me suis dit, c'est pas si simple, j'avais pas le temps de développer, mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis que non, je me suis trompé là. En fait, c'est plus subtil. Effectivement, il y a une sorte de, pas de potelage, mais il y a ces big men aussi chez les Djaouis, finalement, crament tout. Alors je donne pour preuve mon frère aîné, donc le Boraheng, qui, chef charismatique, qui, comme ça, alors, a une voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 bonhommes, 10 bonhommes, il pourrait très bien lever des menhirs, faire lever des menhirs dans les 10 minutes. Il pourrait, d'ailleurs il le fait, il fait venir des tas de gens, etc. Il est riche, quoi. Mais c'est éphémère, c'est-à-dire que toute sa fortune, tout crame, tout part, tout repart, en fait. Il a rien, il est pauvre comme Job, en fait. C'est ça, c'est en permanence. Et c'est le contrôle social. C'est ce qui permet que ça perdure. C'est ce qui permet qu'il soit accepté par la société. Et en réalité, cette forme-là, c'est pas un potelage, parce qu'au sens potelage mossien, on dirait un super phénomène, une fois par an ou je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est un équilibre permanent et qui a à voir. Alors ça, j'en suis intimement convaincu. Et d'ailleurs, ma HDR porte sur ça en fait, dirigée par Descola, elle porte sur ça parce que principalement, je pense que tout est lié au fait les rapports aînés et cadets.
c'est féodal. L'aîné a le pouvoir sur ses cadets, donc le big man sur ses vassaux, dans la mesure où il prend soin d'eux. C'est-à-dire qu'il prend soin d'eux, il paye tout pour eux. Par exemple, il n'est pas question que mon assistant ponctuel, que je remercie, paye les cafés, paye ce soir à manger. C'est moi qui offre, c'est moi qui dois offrir. Sinon, il va me quitter. Il m'obéira plus. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Là, vous vous calmez, monsieur. Et donc, le rapport fait que ça continue. On a des gens qui nous obéissent, mais en réalité, ils nous ruinent en permanence. Mais ça évite aussi, pour les villageois, que le gars prenne trop de pouvoir. Ça équilibre en permanence. Et c'est quand, justement, il y a un excès de pouvoir par des stratégies et un peu de tricherie aussi de la part de celui qui a le pouvoir et qui veut plus, que commence à se constituer une sorte de chefferie, royaume. Il y a rupture à ce moment-là. Et il est obligé d'être violent à un moment parce que ça ne fonctionne plus de manière symbiotique, c'est-à-dire harmonieuse. Voilà. Mais oui. Ils peuvent pas, ils sont obligés, ils sont ruinés par c'est ça en fait. Donc en fait, oui, il y a une forme de potelage mais différente, vous voyez. Faudrait que j'arrive à la, faudrait que j'arrive à. C'est éphémère, ça pourrait s'arrêter. Ça peut pas s'arrêter, sinon ils ont plus de pouvoir et pour ces gens-là, la relation qui prime tout ce qui compte, c'est le pouvoir sur l'autre, le prestige. En fait, tout est réglé par l'ostentation en fait. Voilà. C'est une société ostentatoire structurellement. Et c'est pour ça que c'est pas pour rien. D'ailleurs, alors ça, la corrélation n'est pas encore vraiment faite, mais j'ai dirigé un livre avec un collectif récemment qui est paru à Oxford Université Press avec Christian Jeunesse et Bruno Boulestin sur le mégalithisme, passé et présent dans le monde. Et j'ai pu observer, alors mes observations, c'est des intuitions pour l'instant, mais étayé par beaucoup d'indices, mais je n'ai pas les preuves. Je pense que c'est très lié au monde insulindien et aux Austronésiens. Je pense que partout où il y a des Austronésiens, dans l'histoire, il y a des mégalithes. Pourquoi ? Parce que c'est des sociétés hiérarchisées et ostentatoires. Mais il faut le montrer maintenant, parce que c'est pas... Alors on les retrouve à l'île de Pâques, on les retrouve à Madagascar, on les retrouve partout où il y a des mégalithes, et en Europe de l'Est, en Afrique de l'Est, il y avait des relations, et en Éthiopie, on retrouve du mégalithisme. Il y avait des relations avec l'Indonésie dès 300 ans avant, 3 siècles avant notre ère, attesté. Ouais, il y a peut-être même avant ça. Et donc, en réalité, oui, tout ça est corrélé. C'est très... Je ne sais pas si j'ai... Ouais. Monsieur, oui. Je vous posais une petite question. Je voulais savoir s'il y avait un lien entre les tractations... Enfin, si les big men avaient une importance plus grande dans les tractations matrimoniales dans la communauté de Djibouti. Enfin, s'ils avaient une... Bien sûr. Ouais. Le big man, par exemple, le big man, quand il se marie sa fille, ou son fils, il se ruine complètement. C'est-à-dire que là où le paysan... Bon, les mariages de pauvres, c'est 2000, 3000 personnes, et 2, 3, 4, 5 vaches. Ça, c'est les pauvres. Un big man, c'est forcément 15. Il faut qu'il se ruine, mais littéralement, quoi. Il est obligé, sinon il perd la face, il est plus chef, quoi. Il peut pas. Mais en même temps, ils font fortune parce que justement, ils font appel. Par exemple, ils ont besoin de sous, ils font un sacrifice, ils disent on fait un sacrifice, et ils appellent tout le monde. Et là, tout le monde cotise un peu. Alors, on peut, en étant un peu radin, en mettant 2 ou 3 vaches, c'est un petit sacrifice, on récolte de l'argent. Alors, il y a un équilibre. Ils repèrent toujours ce qu'ils gagnent, mais à la fin, ils sont riches que de l'obéissance de leurs affidés, du peuple, en réalité. Et le système est dynamique. Et dès qu'ils s'immobilisent, c'est fini, ils perdent tout. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant à suivre, mais que c'est tension terrible, sociale. Et c'est pas pour rien, alors je ne sais pas si c'est corrélé, mais moi j'ai une intuition, c'est pas pour rien, c'est aussi dans les sociétés austronésiennes où la pression sociale est très forte, malaise, indonésienne, etc. Enfin, indonésienne non au sens politique évidemment, qui existe, et uniquement là, apparemment, la notion de amok, le phénomène amok, c'est-à-dire le suicide maquillé.
la pression sociale tellement forte, le gars pète un câble et il sort dans la rue, il tue tout le monde, un peu comme ces Américains sur les campus, tu sais. Ici, pas encore. Et ils sortent, ils tuent tout le monde, et on n'a qu'une chose à faire, c'est le tuer. On ne peut rien faire d'autre. Donc il se suicide, en réalité, il n'a pas le droit de le faire. Eh bien, cette pression sociale, elle s'exprime là, vous voyez, de temps en temps. Et on a des cas de hammock attestés de manière récurrente dans l'histoire à Bali, à Java, en Malaisie, etc. Terrible, hein. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais c'est la pression sociale liée à, je pense, la féodalité et le fait qu'ils sont obligés de toujours... c'est la fuite en avant permanente, quoi. Mais c'est très fatigant psychiquement, je crois. Mais ça, c'est une... comment dirais-je, une hypothèse, disons, pour l'instant. Y a-t-il d'autres questions? Oui, mademoiselle. Oui, présentez-vous. Gwenola Petit, en L2 Sciences Sociales. Vous parliez des raquettes et des échanges. Je vais savoir, je sais pas, qui est à l'origine de ces raquettes? Il y a des dizaines de groupuscules de maquis, si vous voulez, Al-Qaïda, Al-Nusra, l'équivalent. Le Polo, le Parti Bien, enfin c'est des groupuscules, des partis, des gangs, si vous voulez. Il y en a partout. Et chacun a un territoire. Et en fait, plus souvent, ce sont des droits communs. C'est-à-dire c'est des bandits de grand chemin, comme au temps de Louis XIV, on traversait la France, on se faisait attaquer les diligences, etc. C'est des attaques de diligence. Ces gens-là, pour survivre, vivent dans les maquis et dans les montagnes, et ils ont besoin des villageois. Donc, une partie, quand ils luttent contre le gouvernement au départ, les villageois les nourrissent, ou les aident, les soignent, etc. Mais ça ne suffit pas, il faut acheter des armes, il faut acheter des munitions, vous voyez, Et donc, ils raquettent les villageois, ils les taxent. Ils disent aux villageois, vous avez 100, 200 bahts de revenus, la monnaie locale par jour, avec la saignée de vos EVA, j'en veux 50 tous les jours, je veux ma part. Alors, les villageois, ils ne sont pas contents, parce qu'on les raquette, c'est du racket, vous comprenez, comme dans les mafias. On oblige, vous faites n'importe quoi, on vous demande 30%, sinon on vous égorge. Voilà. Alors, c'est une des raisons pourquoi de plus en plus ils sont rejetés. Puis en plus, depuis très peu de temps, je suis retourné en 2014 et la situation a évolué. Depuis les années 2000, à cause de Thaksin Shinawatra, mais je n'ai pas le temps de développer, Thaksin Shinawatra, Premier ministre thaï qui a été mis dehors avec le coup d'État, qui était très corrompu, a lancé une campagne contre la drogue, méthamphétamine, et en fait a déstabilisé toute la Thaïlande, et il y a eu ceux qui fournissent ont tué leurs clients. Il y a eu énormément de morts, des dizaines de milliers de morts, et toute la Thaïlande s'est trouvée ébranlée, et notamment le sud. Et ça a été terrible pour les répercussions locales, ce qui fait que ça a changé tous les paramètres. La situation économique, les besoins financiers des uns et des autres ont changé, et l'armée s'en est mêlée beaucoup avec il y a des troupes spéciales, il y a des tanks maintenant, et alors ils ont fait des routes, etc. Et ce qui fait que maintenant les maquisards sont descendus dans les villes maintenant. En fait, ils sont mêlés à la population, ils sont plus dans les montagnes, ils sont dans les villes. Alors c'est encore plus dangereux, quoi. Donc c'est très difficile à comprendre et à estimer. Et par rapport aux grands hommes, enfin, je veux dire, il y a... Ah ben il reste. Alors les grands hommes jouent le double jeu, ils sont soit du côté des guerrilleros, souvent ils jouent, c'est l'Asie, il faut survivre, soit ils sont eux-mêmes, c'est d'ailleurs toujours des bandits aussi, ils raquettent eux-mêmes, et ils peuvent également protéger la population. En fait, ils font les trois, mais ça dépend avec qui. Ça dépend contre qui. Vous voyez? Dans ce cas-là, ce sont les grands hommes. Voilà. Et les grands hommes résident tous dans un village, ils ont une maison, c'est des villageois normaux par ailleurs, donc en fait, leur territoire est protégé. C'est des chefs féodaux qui ont un château fort. Voilà. En gros, c'est ça. Et de temps en temps, ils pillent, ils trichent, alors ils prennent une redevance locale, pas trop lourde, et puis ils peuvent aller taxer les gens à l'extérieur de leur territoire, ils se battent contre d'autres grands hommes, ils se battent contre la guérilla,
temps en temps, ils se battent contre le gouvernement pour contenter les guerrilleros. De temps en temps, ils se battent contre les guerrilleros pour contenter le gouvernement. Vous voyez, ils jouent un peu de tout. Et puis, il y a tous les cas de figure. Donc, c'est pour ça c'est difficile d'en faire une peinture, comment dirais-je, résumée à quelques caractères. Une typologie simple, c'est pas simple. Pour l'instant, c'est... voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a les deux aspects. Il y a les deux aspects, voilà. C'est très dynamique. Voilà. D'autres questions? Une dernière pour la route? Non, monsieur, je vous en prie. Étienne Klaus, étudiant en M3, technologie. En fait, tout à l'heure, Madame Angelova nous a parlé d'une méthode biographique. Est-ce que vous avez pu suivre tout au long de une vie un humain? Et moi, ma question, en fait, si je pose cette question, c'est quelles sont les conditions d'émergence du Big Man? Est-ce que c'est une condition sociale? Ok. Oui, j'ai suivi beaucoup de biographies. J'ai vécu presque 15 ans avec, enfin, je ne sais plus trop, enfin, plus de 10 ans, voilà, avec eux. En plus, ils m'appellent, je vais les voir, on reste proches quand même. La technique, ça c'est bien. Donc oui, j'ai des biographies évidemment, et d'ailleurs ça me fait vieillir parce que maintenant je vois beaucoup de gens qui meurent, et voilà. Et il y a des vies. Alors, en général, c'est quand même des types un peu aventuriers, guerriers, quand même. C'est au départ des grands guerriers quand même, tous. Vous voyez, qui se battent. Vous pratiquez la boxe thaïlandaise, si je ne me trompe. Eh bien, ce sont des gens qui pratiquent ce genre de choses, qui aiment les armes, qui savent s'en servir. C'est pas évidemment des intellectuels un peu apeurés qui vont devenir des big men. C'est des hommes d'action. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les critères de pourquoi ça émerge. Eh bien, c'est la guerre. Alors, comme je vous ai dit, ailleurs dans le monde, en Océanie, ce que rappelle Godelier à propos des Barouillas ou des gens de Nouvelle-Guinée en général, c'est ce que me disait Philippe Descola à propos de l'Amazonie et de l'Amérique du Sud tropicale, des Basses-Terres. C'était la guerre permanente entre eux, tout le temps. Et les Djaouis ont vécu ça, les Malais, à Bornéo, c'était la guerre en permanence autrefois. Donc les big men étaient nécessaires, parce que quand vous n'avez pas d'État, c'est la féodalité qui protège les féodaux, les grands féodaux. Comment ils émergent? Parce que c'est la guerre, et que les gens ont peur. Alors ils se réfugient auprès du grand, de la cour maternelle, le grand qui protège. Voilà. Mais les Djaouis continuent d'être en guerre aujourd'hui. Donc, ils ont encore des big men. Je pense que c'est une des conditions les plus importantes. Et c'est ce que disent tous les spécialistes. En Australie aussi, les experts de sociétés aborigènes, dont Alain Testard, qui a quand même décrypté leur parenté, leur système de parenté, qui est très compliqué. Enfin, le système de parenté de certains groupes parmi les plus compliqués, en terre d'Arnhem en particulier. Monsieur Moiseau, que vous connaissez, qui co-dirige avec moi le séminaire, qui vient de temps en temps, qui va venir dans quelques semaines parler justement des aborigènes, des Kimberley, me le confirme. Autrefois, ils étaient toujours en guerre, les aborigènes entre eux, les groupes entre eux, toujours en guerre. Et donc, forcément, ils avaient des big men, ils avaient des hommes, des grands guerriers qui protégeaient les plus faibles, les veuves, les orphelins, des sortes de chevaliers errants, quoi, de chevaliers pas errants d'ailleurs, des chevaliers, quoi. Mais qui à la fin deviennent un peu filous, quoi. En fait, je me permets cette question parce que j'ai un parallèle qui vient avec les aventuriers d'Afrique de l'Ouest sur le... Bien sûr, très bon parallèle étudié par M. Louis, oui. Au Burkina par exemple, etc. Absolument, oui. Mais sous une forme pour l'instant moins guerrière, mais M. Louis lui-même renvoyé dans le passé à les aventuriers allaient chercher fortune par la guerre. Autrefois, les raids, vous voyez, on allait chercher des femmes, on allait chercher des vaches, on allait chercher fortune, quoi. Et aujourd'hui, on fait du commerce, on fait des choses comme ça. Donc voilà. Il me reste, s'il n'y a plus d'autres questions, à vous remercier pour votre patience, surtout. Et c'est très valorisant. Merci, donc, voilà. À la prochaine fois.